Voilà, donc bonjour à tous et à toutes. J'ai entendu que maintenant les jeunes disent bonjour à toutes. Je ne m'y suis pas encore habituée, mais j'espère que vous allez bien. Donc Stephen Krank, merci pour l'invitation. C'est lui qui m'a demandé de venir vous parler aujourd'hui justement sur pourquoi les systèmes agricoles actuels ont besoin d'être repensés et pourquoi nous devons envisager la régénération des écosystèmes. Alors, comme je ne trouvais pas de photos actuelles d'un paysage en fait, qui ressemble à ce que moi j'imagine comme ce que pourrait être un vignoble régénératif, j'ai décidé d'utiliser l'intelligence artificielle pour en créer une, voir si ça pouvait marcher. Alors j'ai demandé au générateur d'images de me dessiner un vignoble dans un paysage en polyculture dans le Var, avec des arbres parmi les rangs, avec des cultures diverses, avec des moutons, des êtres humains, un paysage vivant et des villages, avec un sol plein de vie. Alors, comme vous pouvez peut-être le constater, même après plusieurs tentatives, l'intelligence artificielle m'a un peu déçue. Parce que, bon, déjà le sol, il reste tout blanc, il paraît sec, il paraît compacté, sans nutriments, sans vie. L'image reste assez une image de monoculture. Il y a peut-être qu'un oiseau qui montre la biodiversité. Les arbres ne sont pas vraiment intégrés dans les parcelles, mais en bordure. Il y a un seul petit village là. Les animaux et les humains sont tous miniatures, on dirait des Lilliputiens. Et pourtant, pour moi, vous, acteurs du paysage, de l'art, de l'agriculture, vous êtes les personnes les plus importantes dans ce paysage. Donc vous, en fait, vous devriez être beaucoup plus grand là-dedans. Et pour moi, vous êtes là, on est tous là, pour faire face à cette triple crise, qui est une triple crise d'écologie, de climat, mais aussi de sociologie. Et je vais dans le mauvais sens encore. Alors je me présente très rapidement. Je m'appelle Jessica Villa. Mon père est d'origine de Marseille, ma mère vient de Californie et moi je vis actuellement en Suisse, près de Genève. Donc 3 régions assez viticoles, d'où mon intérêt pour la viticulture. Le Var pourtant est ma terre de cœur. Cette photo est prise à Cabasson, je ne sais pas si vous connaissez. Et là, ma famille a une maison de vacances où on est établi depuis plus de 80 ans. J'ai étudié, donc, comme a dit Rachel, le développement durable à l'extension de Harvard, avec un mémoire sur la viticulture régénérative. Et c'est comme ça que j'ai appris à connaître Stephen et la Fondation pour la viticulture régénérative. Et pour mon étude, en fait, j'ai exploré les pratiques viticoles qui pouvaient être régénératives du sol, celles qui séquestrent du carbone tout en appuyant la biodiversité et la santé humaine. Pour cette étude, j'ai interviewé plus d'une vingtaine de vignerons. J'ai interviewé des personnes dans le Var, mais surtout en Suisse, puisque j'habitais là-bas, c'était pendant le Covid, donc c'était difficile d'interviewer des viticulteurs dans le Var à l'époque. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est que en fait, dans la viticulture régénérative, plus les vignobles sont petits, plus ils adoptent la viticulture régénérative. J'ai aussi appris qu'il est important d'avoir une sécurité foncière pour s'investir pleinement dans la régénération. J'ai appris que l'accès pour les femmes vigneronnes à des réseaux de vigneronnes et de services de conseil adaptés aux femmes est un levier potentiellement très important. J'ai aussi appris que la manière dont une communauté voit le monde influence la valeur et les soins apportés au sol. Il y a de plus en plus de recherches qui s'intéressent aux relations entre les humains et le sol sous l'angle de la réciprocité des soins mutuels, en fait. Et le soin devient un concept utile que l'on peut utiliser pour réfléchir avec les sols et pour considérer les communautés humaines et non humaines qui soutiennent la vie. Après, il y a beaucoup de bruit autour du carbone. D'ailleurs, la première partie de mon étude pour Harvard était axée sur la séquestration de carbone dans le sol. Parce que c'est comptable, parce que c'est mesurable. Bon, c'est un indicateur qui est positif.
Ça démontre voilà, que le sol est en bonne santé. Mais pour moi, il ne faut pas oublier tout le reste, tout l'écosystème, y compris l'humain. C'est très important. Donc, cette slide, il manque un peu la moitié du titre, mais c'est pas grave. Je suis actuellement directrice générale d'une fondation qui s'appelle la Datamars Sustainability Foundation. Je vais juste la présenter très rapidement, mais en fait, la fondation a été créée en 2023 au Liechtenstein. Et on encourage les méthodes agricoles respectueuses de l'environnement et de la santé humaine et animale. Donc la fondation a été financée au départ par Datamars. Datamars est une entreprise qui est spécialisée dans l'identification RFID des animaux, peut-être que vous connaissez, surtout pour les animaux de pâturage. Et maintenant, ils s'intéressent aussi au smart farming. Donc imaginez une montre intelligente pour un mouton dans les vignes, qui mesure son état de santé et qui mesure ses mouvements. Mais en fait, la fondation est exprès séparée de la compagnie Datamars parce qu'on ne voulait pas avoir d'objectifs financiers. Et donc, pour nous, c'est vraiment, on est là pour encourager les pratiques régénératives, et ça avec ou sans support technologique. Parce que nous privilégions surtout les solutions fondées sur la nature et nous mettons l'humain, surtout le paysan, au centre. En fait, moi, je voulais commencer par une petite histoire du sol que j'adore. Car ça a été mon entrée dans l'histoire du sol, pourquoi je me suis intéressée au sol au départ. Et c'est pendant un cours que je prenais justement à l'université, qui était sur l'effondrement des civilisations. Et j'avais fait un petit projet sur l'empire des Abbassides. Alors, il y a 1000 ans, la ville de Bagdad était le centre du monde, imaginez. Il y avait 1 million d'habitants. C'est assez conséquent comme population à l'époque. La capitale de l'empire abbasside, l'empire abbasside s'étendait depuis l'est de l'Inde jusqu'à un petit état frontalier connu sous le nom de Fraxinet, ou mieux connu aujourd'hui sous le nom de la gare de Freinet. Vous savez où on est aujourd'hui ? Donc c'est assez propice que nous soyons dans ce lieu, parce que mon amour du sol a vraiment commencé avec cette exploration de l'empire des Abbassides. Et en fait, je voulais savoir pourquoi cet énorme empire, très civilisé, avec des avancées technologiques incroyables, pourquoi il s'est effondré. Et en fait, son écroulement, en creusant un petit peu, j'ai vu que c'était lié à leurs pratiques agricoles intensives. Ce qui me rappelle aujourd'hui beaucoup ce qui se passe au niveau mondial. Ils avaient introduit de nouvelles cultures qui nécessitaient une irrigation intensive, parce que les plantes n'étaient pas adaptées au climat. C'était des plantes qui venaient de Chine, d'Asie. Donc ils ont mis en place un réseau très vaste, très sophistiqué, pour irriguer toutes ces cultures qui n'étaient pas adaptées au climat. Et leur population explosa, elle était bien nourrie, tout allait bien, jusqu'au jour où ils épuisèrent leur sol. En fait, il y avait un problème, ils irriguaient de plus en plus, et ils ont pollué, la nappe phréatique a été polluée par le sel. Donc il y a eu une salinisation de la nappe phréatique, et ça pourrit leur sol en fait. Et donc cette dégradation des sols enterra... Pas de souci. Je vous ai entendu en plus. Au départ, vous avez dit je vais arrêter mon téléphone. Alors je vous crois. Pas de souci. Donc en fait, oui, on a vu que cette dégradation des terres entraîne la maladie, guerre, etc. Et donc toute une civilisation s'effondra à cause de ça. Et la population fut réduite à moitié. Imaginez. Et pourtant, cet effondrement n'était qu'au niveau régional à l'époque. Mais nous voyons exactement les mêmes conditions de sol aujourd'hui au niveau mondial. Alors qu'est-ce qui va se passer quand on aura épuisé tous nos sols ? C'est un cycle en fait qu'on voit assez souvent à travers l'histoire, un cycle de surexploitation. Puis on essaye de conserver les choses de manière tardive
et puis les choses s'effondrent. Pour les Abbassides, on a vu ça, mais ce cycle s'applique aussi bien au système agricole qu'aux animaux, à l'eau, aux populations, etc. Et il se répète à travers l'histoire. Donc en fait, on voit des cycles qui reviennent. Et souvent, la prise de conscience arrive bien trop tard. Et puis donc, si on arrive à ce niveau de la conservation, où on est presque maintenant, on commence à mettre des rustines partout, et pourtant on est déjà au bord de l'effondrement. Bon, je ne suis pas ici pour vous dire que c'est une catastrophe, qu'on ne peut rien faire. Mais déjà en 2014, la directrice générale adjointe des ressources naturelles de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, c'est très long en français à dire, avait déjà déclaré que si les taux actuels de dégradation se poursuivent, toute la couche arable mondiale pourrait disparaître dans les 60 ans. On sait que 38% de la surface terrestre mondiale est agricole, 70% de l'eau douce est utilisée pour l'agriculture, et on voit qu'un déclin de 69% des populations d'espèces depuis 1970. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai vu récemment, il y a un petit dessin qui montre le petit gars qui conduit dans sa voiture. Et je crois que c'est en 2000, il a plein d'insectes sur le pare-brise. Et puis il y a la suite du dessin. Et puis c'est 20 ans plus tard, ou ils disent en 2020 ou en 2030, voilà sa voiture, il conduit, plus un insecte. Et en fait, maintenant, j'ai vu hier, en fait, donc j'ai pas eu le temps de l'intégrer dans ma présentation, mais ils ont rajouté une troisième petite image à ce petit dessin, et la voiture se conduit toute seule. Il n'y a plus personne dedans. Bon, c'est un peu catastrophique, on va se dire, mais bon. Mais c'est vrai que, bon, si déjà on disait qu'il y a 10 ans, on constatait que la couche arable allait disparaître dans les 60 ans, moi je me dis que ce serait quand même triste s'il ne nous restait que 50 vendanges à faire. Pour moi, par contre, c'est vraiment pas tout perdu. Parce que la bonne nouvelle, c'est que nous sommes acteurs, nous pouvons régénérer nos sols et nos écosystèmes. Et je pense que l'agriculture régénérative est un très très bon levier pour ça. Mais ce mot, agriculture régénérative, déjà le mot régénération, il commence déjà à être surutilisé, déjà à en perdre le sens presque. Mais en fait, c'est quoi l'agriculture régénérative ? Vous allez probablement entendre plusieurs définitions, vous avez déjà probablement entendu plusieurs définitions, et même aujourd'hui, je pense qu'avec les différents intervenants, vous allez entendre de différentes perspectives. Mais je vais essayer de vous donner un petit peu ma perspective et aussi d'où ça vient. Donc, le terme agriculture régénérative est un concept qui a été popularisé par Bob Rodale de l'Institut Rodale aux États-Unis dans les années 70. Pour lui, l'agriculture régénérative est focalisée sur la santé des sols, mais aussi sur le bien-être animal et aussi, très important, sur l'équité sociale. C'est une méthode qui a une capacité de séquestrer du carbone dans le sol. Et bien sûr, on sait qu'un sol sain est important en agroécologie, en agriculture biologique, en permaculture. Ce sont des termes que l'on entend souvent tout autour de l'agriculture régénérative. Mais un sol vivant est la caractéristique déterminante de l'agriculture régénérative. C'est vraiment ça le point focal. Bien sûr, même si le terme agriculture régénérative est nouveau, on sait que les pratiques, en fait, ça se repose sur des pratiques ancestrales, des systèmes alimentaires indigènes. Et par indigène, je veux dire les habitants qui vivent un lieu. Donc, je ne veux pas forcément dire les Indiens avec des plumes, enfin, c'est vraiment ceux qui incarnent un lieu. C'est une approche qui prend en compte le système entier, aussi bien la biologie, l'écologie, mais aussi les dimensions sociales, culturelles, économiques et politiques d'un lieu. Après, on va se dire, oui, mais bon, c'est quoi la différence entre la régénération, la durabilité, enfin, c'est un peu pareil. Pour moi, c'est pas pareil du tout. Parce qu'on a vraiment, c'est un spectre. À une extrême, on a une agriculture qui est extractive,
la reproduction, je veux dire la reproduction, est très fragile. Tandis qu'on a au milieu la durabilité, c'est du neutre. On maintient un système épuisé, tel qu'il est aujourd'hui. On conserve une production linéaire qui est de plus en plus difficile à garder. Tandis que l'agriculture régénérative soigne le système et tend vers une reproduction plutôt exponentielle. Donc on a des monocultures de ce côté, une polyculture de ce côté. Et dans les systèmes régénératifs, nous avons les humains et les animaux qui sont intégrés, car ils rapportent des nutriments à la terre, c'est très important. L'agriculture est sauvage et naturelle, sans nuire à la vigne. On essaye de répliquer le vignoble, dans le vignoble, ce qui se passe dans la nature. Oups. Donc, quelles sont les pratiques qui régénèrent le sol? Il y en a plusieurs. Bon, ça vient de mon étude, donc tout ce que j'ai pu un peu synthétiser à travers la littérature. Il y a l'agroforesterie, il y a les cultures de couverture, une intégration animale. On parle de trafic réduit des machines pour moins compacter le sol, des engrais non chimiques, d'une gestion non chimique des nuisibles, du non-labour. Ok, gratter un peu le sol, d'accord, mais pas y aller en profondeur. D'une reconfiguration du système à l'échelle du paysage. Par exemple, considérer une parcelle de vigne comme une partie du paysage et remettre même se dire je vais travailler avec mon voisin pour essayer de voir ça comme une mosaïque et comment est-ce qu'on peut gérer ensemble les cours d'eau, les échanges sociaux, etc. Donc c'est un système. Et je n'ai pas inclus dans ces pratiques l'irrigation. Simple et bonne raison, c'est que pour moi, ce n'est pas régénératif. Pour moi, si l'agriculture régénérative est telle qu'elle est, il faut que ce soit un système clos, où justement cela se nourrit de pluie et on fait une agriculture dite sèche. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait des plantes adaptées au climat. Donc voici quelques photos d'exemples de pratiques régénératives. Ça, c'est un vignoble en Californie qui s'appelle La Crema, que je ne connais pas particulièrement, mais ils avaient des photos qui convenaient à ma présentation. Donc on voit ici, on voit de l'intégration animale, on voit un petit peu d'agroforesterie et de la couverture du sol. Ce qui est important, c'est que toutes ces pratiques peuvent séquestrer du carbone. Alors, je reviens aussi, le carbone est un indicateur de la santé du sol, ce n'est pas la seule clé, mais c'est important de le considérer quand même. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'en combinant plusieurs pratiques, on peut augmenter la séquestration de carbone dans le sol. Donc, en fait, on tend vers une polyculture pour une raison, parce que ça augmente tout. Alors pour moi, pourquoi l'agriculture régénérative? C'est simple, ça améliore la santé des sols, ça nous aide à lutter contre le changement climatique, ça renforce la biodiversité, ça renforce la santé humaine, on peut cultiver des aliments de meilleure qualité et ça peut améliorer la situation économique des agriculteurs. Alors pour moi, c'est évident qu'il faut aller vers là. Par exemple, parlons d'eau. On sait qu'il y a un cycle très fort en ce moment de sécheresse, de feu, d'inondation. On le voit dans le Var, on le voit partout. On sait que le carbone est un composant important de la matière organique du sol. Et on sait que les pratiques régénératives augmentent la matière organique du sol. Est-ce que vous savez que chaque 1% de matière organique du sol retient 18 000 litres par hectare d'eau? Donc, imaginons un vignoble, même un tout petit, de 5 hectares, avec 6% de matière organique du sol, peut retenir 550 000 litres d'eau. C'est énorme.
Car il faut savoir que, en fait, ce n'est pas la pluie qui amène la végétation. C'est l'inverse. C'est la végétation et c'est un sol riche en matière organique et capable de stocker l'eau qui amène la pluie, qui crée les petits cycles d'eau. Bon, après, vous allez me dire, oui, mais bon, enfin, l'agriculture régénérative, est-ce que c'est vraiment rentable? Est-ce que je peux vraiment gagner ma vie avec? D'après ce qu'on voit, les récoltes sont aussi bonnes ou meilleures. Il y a moins de dépenses pour les intrants externes. On réduit les coûts et les risques financiers. On voit une amélioration de la qualité des terres. Les sols deviennent plus résistants aux sécheresses, aux inondations. On peut même, dans certains cas, avoir des paiements pour des pratiques écologiques, style les crédits de carbone, etc. Et puis, on peut se dire, voilà, si on arrive à créer un marché, à tracer les origines, on peut aussi créer des vins de haute qualité vendus à des marchés biologiques, biodynamiques ou d'autres labels. C'est assez intéressant parce qu'en cherchant un petit peu, j'ai parlé avec beaucoup d'organisations qui aident les agriculteurs à transitionner. Et ils m'ont dit qu'en fait, ils ont des cas d'études où les fermes vraiment se transforment et ils y arrivent tellement bien financièrement qu'ils ne veulent le dire à personne parce qu'ils ont peur d'une ruée vers l'or. Après, il faut savoir que oui, dans la production, au départ, les coûts baissent parce qu'il y a moins d'intrants. La production, en revanche, va peut-être baisser un petit peu, mais ça reste à peu près équivalent. Mais au bout d'un certain temps, la production augmente et la qualité augmente et les revenus peuvent augmenter. Après, on se dit, bon, ok, très bien, mais bon, je commence par où? Je sais que certains d'entre vous ont déjà un petit peu commencé sur le chemin. Et c'est clair que voilà, il peut y avoir beaucoup de blocages dus au contexte. On sait aussi que ce n'est pas toujours une question d'argent, ce n'est pas toujours financier, comme on peut le penser. Ce n'est pas que les viticulteurs sont fermés ou ne veulent pas s'adapter. Souvent, c'est une question, est-ce qu'on est maître de sa propre terre? Est-ce que ça les appartient à mon père ou pas, ou à moi? C'est qui décide? Donc il peut y avoir des points de vue générationnels différents. Il peut y avoir des normes sociales ou culturelles qui nous empêchent. Ah non, je ne vais pas mettre de la couverture du sol dans mes vignes parce que mon voisin trouve ça tellement bordélique. Donc certes, c'est une crise écologique, mais c'est aussi une crise du sensible et de notre perception. L'agroforesterie est une pratique qui est perçue comme plus difficile à adopter que les autres, surtout par crainte de perte de productivité. Les cultures de couverture, le non-labour, la gestion sans intrants chimiques seraient apparemment plus faciles à aborder. Et l'intégration animale est entre les deux. Même si elle réduit le désherbage manuel, elle peut réduire l'utilisation des engrais. Et petit à petit, en intégrant tout vers une polyculture, la production peut augmenter en qualité et éventuellement, comme je disais, en quantité aussi. Donc voilà, c'est important parce que si on met tout ensemble, on peut avoir plus de biodiversité, de meilleures fonctions hydriques et on tend vers une résilience climatique que nous n'avons pas aujourd'hui. Alors, j'ai un petit peu cherché, il y a beaucoup de ressources en agriculture régénérative en anglais. Alors, je ne sais pas combien de vous parlent l'anglais ou comprennent l'anglais. Par exemple, il y a évidemment la fondation de la Regenerative Viticulture Foundation qui nous accueille aujourd'hui. Il y a d'autres organisations comme Integrity Soils, ou Kiss the Ground, ou l'Institut Rodale, ou l'Institut Savory. Mais je me suis dit, bon, il doit quand même y avoir quelques références en français. Donc j'ai cherché un petit peu et il y a deux éditeurs qui font beaucoup sur ces sujets. L'un, c'est Actes Sud, qui a une collection de livres qui s'appelle le domaine du possible. Puis il y a aussi à Marseille, il y a les éditions Wild Project qui publient beaucoup dans ce domaine.
Donc j'ai noté plein de références en français, ou qui ont été traduites en français. Il y a Vandana Shiva, Véronique Duval, Pierre Rabhi, Paul Hawken, Jacques Kapla, Wendell Berry, Claude et Lydia Bourguignon, le japonais Masanobu Fukuoka, et puis Merlin Sheldrake qui parle beaucoup des champignons. Puis aussi, si vous aimez être dans la vigne et travailler tout en écoutant des podcasts, il y a une superbe sociologue rurale qui s'appelle Geneviève Pruvot, qui fait de superbes conférences. Et puis, si vous comprenez l'anglais, il y a aussi Cone Van Syen qui a un podcast qui est pas mal, mais qui est en anglais malheureusement. Donc, si vous voulez développer plus de ressources en français, je serais très très contente. Je me réjouis de discuter avec vous et de voir ce que vous avez imaginé. Merci. Merci.